Salut tout le monde! L'épisode d'aujourd'hui est en collaboration avec Cigonia, un des plus grands centres d'expertise en rééducation périnéale et pelvienne au Canada. Cigonia compte actuellement 2 cliniques, une à Sherbrooke et une à Granby, pour un total de 18 physiothérapeutes qui souhaitent mettre en lumière les problématiques intimes qui sont encore aujourd'hui beaucoup trop tabous. On a tourné 2 épisodes ensemble, un sur les douleurs sexuelles puis un sur la grossesse et la rééducation périnéale. 2 épisodes qui, à mon avis, sont vraiment intéressants et importants. J'espère que vous allez les aimer. Bonne écoute! Émilie Maude Gravel, allô! Allô! Merci d'être là au podcast. Ça me fait plaisir, merci pour l'invitation. C'est quoi ton rôle à Cigonia? En fait, moi, je suis psychothérapeute en rééducation périnéale pelvienne. Donc, mon objectif, c'est vraiment d'accueillir les patientes, d'adresser avec elles les problématiques pour lesquelles elles nous consultent en physio-périnéale. Il y a plusieurs possibilités de consultation. Donc, c'est vraiment à la fois d'évaluer, de traiter, puis vraiment d'accompagner là, les patientes. Je dis les patientes, mais les patients aussi. On va vraiment toutes les clientèles. Ah là, oui, vous avez des hommes aussi qui viennent? On va également des hommes, des enfants, même pour les problématiques là, pelviennes. Donc, notre but, c'est vraiment de les accueillir puis de les guider là, dans leur réadaptation pelvienne. L'épisode d'aujourd'hui va être particulièrement à propos des douleurs sexuelles. Est-ce que tu peux me donner un petit peu comme la définition de qu'est-ce que c'est des douleurs sexuelles? Oui, en fait, le terme médical pour les douleurs sexuelles, on va dire dyspareunie. Donc, dyspareunie, c'est le terme qu'on utilise pour dire dès qu'il y a une douleur, soit à la tentative ou à la pénétration lors de la relation sexuelle. Donc, c'est un terme qui est large. On va pouvoir parler un petit peu là, de ces différents types de douleurs-là ensemble. Mais c'est vraiment dès qu'il y a, comme je viens de nommer, une douleur là, lors des relations. Ouais. Qui ça peut toucher, ça, ces douleurs-là? En fait, un peu comme je t'ai dit qu'on voyait toutes les clientèles, les douleurs aux relations, ça vient vraiment toucher toutes les femmes. Donc, peu importe que ce soit au début de leur relation sexuelle, de leur vie sexuelle, et même chez des femmes chez qui les douleurs vont apparaître un petit peu plus tardivement. On pense entre autres aux femmes durant leur ménopause. Donc, on va vraiment voir l'étendue là, des tranches d'âge dans nos bureaux chez les femmes là, qui ont des douleurs. Tout le monde va un jour passer par là. Ben, en fait, selon certaines études, il y a des études qui vont nommer que chaque femme au courant de sa vie va avoir au moins un épisode douloureux lors d'une relation sexuelle. Ouais. La différence qu'on vient faire, c'est vraiment par rapport à la durée dans le temps de ces douleurs-là. Heureusement, c'est vraiment un plus petit pourcentage, quoi, pas si petit que ça selon moi, mais quand même un plus petit pourcentage qui va vivre ces douleurs-là sur une période de temps plus prolongée. Là. Ouais. À partir de combien de temps est-ce que ça vaut la peine d'aller consulter quand on vit des douleurs comme ça? Je te dirais, c'est variable selon la condition, selon l'histoire qu'on vit. C'est sûr que comme j'ai nommé, si c'est un épisode isolé de douleur qui va être, exemple, en lien avec une infection vaginale, exemple, on a fait une infection à levure, on la traite, première relation, par après, on sent que c'est peut-être un petit peu plus sensible, un petit peu plus fragile, puis que par après, il n'y a plus d'autres douleurs, d'autant plus qu'on savait aussi c'était quoi la raison de cet épisode de douleur-là. C'est sûr que si par après, il n'y a plus d'autres expériences, je pense qu'il n'y a pas nécessairement besoin de s'inquiéter puis de tout de suite nous appeler pour prendre rendez-vous. Quoique c'est rare qu'on va absolument rien trouver là, à travailler, mais c'est sûr que dans un cas où la douleur va se répéter, puis qu'on voit qu'on devient peut-être avec des appréhensions en lien avec les relations, puis que vraiment il n'y a très peu d'amélioration, plus vite cette douleur-là va être prise en charge, mieux notre potentiel de la résoudre complètement va se passer. Là. C'est quoi les causes possibles de douleurs sexuelles? Oui, ben en fait, comme je nommais, première des choses, c'est un peu le point le plus important qu'on veut valider, bien, est-ce qu'il y a premièrement une cause médicale qui va venir expliquer la présence de ces douleurs-là? Donc, le premier exemple que j'ai nommé, bien, est-ce qu'il y a une infection vaginale qui a été vécue, que ce soit une vaginite, que ce soit une vaginose? Est-ce qu'il y a une infection transmise sexuellement qui a été présente, qui a été traitée, qui serait en cause? Donc, on veut vraiment éliminer les facteurs
facteurs médicaux. Ouais. On pourrait penser à des problématiques dermatologiques aussi. Hein. En physio, la chance qu'on a, c'est qu'on passe beaucoup de temps avec nos patientes. Oui, au premier rendez-vous, mais on va les revoir. On a 1h30 à l'évaluation. On a 1 heure durant les suivis. Donc, c'est sûr qu'on prend le temps d'observer et souvent, on va être les premières à vraiment voir que, je pense qu'au niveau de la peau aussi, il y a une problématique. Donc, s'il y a une problématique dermatologique, pour nommer un exemple, en fait, si on voit, par exemple, pour nommer celui-là, qui a un lichen scléreux qui est présent, qui est une condition dermatologique qu'on voit quand même assez régulièrement, bien, c'est sûr que notre premier réflexe, ça va être de retourner au médecin traitant pour que cette condition-là soit prise en charge. Puis ensuite, bien, nous, ça nous permet de valider au niveau musculaire, au niveau de la muqueuse, tout ça, ça va être quoi les autres éléments qu'on va vouloir travailler. Ouais. Donc, dans les autres conditions médicales possibles, c'est sûr que la ménopause, hein, ça va être un changement hormonal important qui peut amener aussi des douleurs. Donc, encore une fois, si la patiente n'a pas, par exemple, de supplément hormonal, puis que c'est une patiente qui est candidate à se servir des hormones, bien, c'est certain que c'est quelque chose qu'on va discuter avec la patiente, puis qu'on va travailler en combinaison avec l'équipe médicale, mais en combinaison, tout ce qu'on va être capable de travailler en physio, ce dont on va parler ensemble, va faire un super beau résultat. Donc oui, il faut valider qu'au niveau médical, tout est correct, mais ensuite, on va aller valider, c'est ça, en physio, ce qu'on peut faire. C'est sûr que dans certains cas, en fait, tout le médical va avoir été éclairé, là, si je peux l'exprimer comme ça, parce que faut savoir que certaines femmes, quand elles arrivent dans notre bureau, elles ont déjà cogné à plusieurs portes avant d'arriver dans... C'est ça que je me demandais, parce que j'imagine que c'est pas le premier réflexe d'aller consulter en physio pour ça. Oui, effectivement. Puis, c'est ça qui est un petit peu désolant dans cette démarche-là, c'est que quand on a des douleurs aux relations sexuelles, c'est premièrement, c'est pas un sujet avec lequel on va être nécessairement à l'aise de discuter avec, premièrement, notre entourage. Ensuite, il faut aussi faire ce pas-là d'en discuter avec notre médecin traitant, avec notre infirmière. Puis, est-ce que cette personne-là va avoir les bonnes réponses à nos questions? C'est un autre point aussi. Puis, selon certaines études, hein, c'est quand même 60% des femmes qui vont avoir cogné à 2-3 portes différentes avant de finalement trouver une réponse à leur questionnement. Donc, c'est sûr que si la personne a déjà fait plusieurs démarches comme elle pensait, puis finalement, elle arrive à notre bureau, bien, nous, on reprend un petit peu l'histoire du début, puis on voit où est-ce qu'on est rendu, là. Ça a étiré le problème, en plus, de ça. C'est ça, effectivement. Puis il y a un sentiment aussi d'inquiétude qui est souvent de plus en plus grandissant, que personne n'arrive à mettre un nom sur ce que je ressens. Puis ça m'amène un peu à une autre question que tu viens de me poser. En fait, c'est quoi les causes des douleurs? C'est là-dessus qu'on était de dire, quand il n'y en a pas de cause et quand il n'y en a pas de raison médicale, c'est là qu'on peut amener le terme médical vulvodynie. Donc, la vulvodynie, c'est vraiment le terme qu'on va désigner pour, premièrement, une douleur qui est présente depuis plus de 3 mois. Okay. Donc là, on vient amener l'aspect de chronicité aussi de cette douleur-là. C'est juste qu'à peu près 20% des femmes qui vont avoir là, des douleurs chroniques aux relations sexuelles et que cette vulvodynie-là va être le terme qui va être nommé. Puis souvent, on est les premières à utiliser ces termes-là quand la patiente arrive dans notre bureau, puis on va aller chercher un petit peu plus loin et souvent, lors de notre examen physique, c'est là qu'on va même pouvoir donner le diagnostic en physiothérapie, hein, parce que c'est sûr qu'il faut faire attention aux mots qu'on choisit, mais vestibulodynie, qui est vraiment la douleur à l'entrée vaginale lors de la pénétration. C'est quand même là, jusqu'à une femme sur 4 qui va avoir ces douleurs-là là, au courant de sa vie. C'est beaucoup, là. Oui, vraiment. C'est pour ça que je disais tantôt, un épisode de douleur dans sa vie qui va être isolé. Mais quand on pense une femme sur 4, une femme sur 5, là, selon les différentes études, c'est beaucoup, effectivement. Puis c'est pour ça que c'est pas rare que quand, en tant que physio, on aime ça promouvoir la santé pelvienne, on aime ça en parler dans notre entourage. Si on est un groupe de femmes ensemble, c'est jamais arrivé que ça l'interpelle personne, ce sujet-là. Oui, exactement. Est-ce qu'il y a des causes
Qu'est-ce que c'est? C'est des causes psychologiques? Qu'est-ce qui amène à développer une vulvodynie? En fait, c'est sûr que c'est des hypothèses qui sont émises actuellement. Okay. Comme je te disais, c'est un petit peu un diagnostic d'exclusion, comme il ne faut pas qu'il y ait d'autres causes médicales associées. Mais dans ces hypothèses-là, c'est certain que si on est une personne qui a déjà des douleurs chroniques, donc par exemple, on pense à des personnes qui souffrent de fibromyalgie, vont être un petit peu plus susceptibles de développer ces douleurs-là au niveau vulvaire. Si on a d'autres conditions aussi gynécologiques, comme syndrome de vessie douloureuse, endométriose, c'est d'autres raisons aussi médicales qui vont souvent mener à développer un petit peu plus là, des douleurs lors des relations. J'en ai parlé tantôt avec la ménopause, mais une autre des hypothèses qu'on émet, c'est les débalancements au niveau hormonal, les changements hormonaux. Donc oui, la ménopause, c'en est un, puis c'en est un important, mais si on pense plus tôt dans notre vie, nos patientes qui ont des changements hormonaux par rapport à la grossesse, au post-accouchement, ça va être une clientèle aussi là, qui va être un petit peu plus susceptible de venir développer ces douleurs-là. Là. Un autre peut-être qui est un petit peu plus étonnant, puis qui surprend toujours quand on le nomme, des patients qui ont des douleurs au niveau de la mâchoire. En fait, il y a vraiment un lien étonnant à faire entre les muscles de la mâchoire et les muscles du plancher pelvien. Encore une fois, dans des études, ça a vraiment été démontré que si, exemple, avec le stress ou les gens qui font du bruxisme, qui grincent les dents là, la nuit, un des premiers autres muscles, ensemble de muscles là, qui se contractent en combinaison, c'est le plancher pelvien. Donc, j'ai déjà travaillé en combinaison avec d'autres physios qui, en ayant travaillé justement à relâcher toutes les tensions au niveau de la mâchoire, on va avoir un impact déjà très impressionnant au niveau du plancher. Donc, comme quoi, oui, on traite le plancher pelvien, on est des physiothérapeutes en rééducation périnéale, mais il faut s'adresser aussi puis éliminer d'autres possibilités qui pourraient être présentes. J'avais entendu comme quoi ça pouvait arriver souvent en cas d'agression sexuelle de développer ce genre de problématique-là par la suite. Est-ce que c'est une grande majorité des patients que vous voyez à la clinique? C'est sûr que ça fait partie des clientèles qu'on va voir. On travaille avec des patientes là, IVAC, donc qui vont avoir des séances de physiothérapie avec ce programme-là qui vont être couvertes par l'IVAC, justement. Je pourrais pas te dire cliniquement là, de pourcentage précis qu'on voit dans nos bureaux, mais malheureusement, ça fait partie là, évidemment de la clientèle qu'on va voir. Notre but, c'est de faire partie des alliés qui vont leur permettre de traverser cette épreuve-là, puis d'en sortir avec le moins de séquelles physiques possible. Là. Peut-être un seul point, par contre, par rapport à cette clientèle-là qu'on voit, c'est une fausse croyance de penser que les douleurs sont présentes parce que la personne a été victime là, d'un abus sexuel. C'est plutôt toute l'anxiété, le stress qui va être développé suivant cet événement-là qui va amener à développer là, ces douleurs-là, les tensions présentes. Là. Ça ressemble à quoi un rendez-vous? Quand on arrive, premier rendez-vous, j'ai des douleurs sexuelles, ça ressemble à quoi? C'est une super bonne question, parce que souvent, ça, c'est une des premières choses aussi qui va faire en sorte qu'on va hésiter de venir consulter là, en physiothérapie. En fait, comme je te disais, nous, c'est vraiment important de prendre le temps d'accueillir la patiente. Donc, la première section du rendez-vous, sur le 1h30, là, il y a au moins un bon 45 minutes qui va être dédié à faire connaissance, aller chercher vraiment là, toutes les informations qu'on a besoin. Donc, oui, on s'intéresse au volet sexualité, mais on va aborder tout ce qui touche le plancher pelvien. Le plancher pelvien qui est l'ensemble des muscles qui vient refermer notre bassin. Ces muscles-là vont avoir, oui, une fonction sexuelle, mais également toute la fonction au niveau de la continence. Donc, on veut quand même valider est-ce qu'il y a d'autres problématiques là, conjointes qui sont présentes, comme exemple des fuites urinaires, des problématiques au niveau des selles aussi. Est-ce que la patiente vit aussi des problématiques, exemple de constipation? Si on a de la constipation, grandes sont les chances qu'il y ait un petit peu plus aussi là, d'hypertonie, de tension. On peut avoir aussi des faiblesses associées au fait de pousser puis d'avoir toujours à faire des gros efforts pour évacuer les selles. Puis, on va valider, tout dépendant de l'âge de la patiente puis de ses historiques. Est-ce qu'il y aurait des possibilités aussi de descente d'organes? Est-ce qu'il y a des symptômes, des signes qui nous font penser à ça? Donc, c'est important de vraiment faire tout le tour de ces facettes-là. Est-ce qu'il y a eu des grossesses? Est-ce qu'il y a eu des accouchements? Parce que, comme on dit, les douleurs peuvent être présentes à n'importe quel moment de notre vie. Donc, c'est vraiment
une étape qui est importante pour déjà nous, dans notre tête de thérapeute, se dire, OK, bien, ça va être quoi les premières choses au niveau physique que je vais vouloir aller adresser. C'est sûr qu'il va y avoir un gros volet sur, justement, les relations. Donc, est-ce que la personne elle a un partenaire actuellement? Est-ce qu'elle a un partenaire stable? Est-ce que, au niveau des relations, est-ce qu'il y en a des relations qui sont possibles ou non? Hein? Parce qu'une des raisons de consultation, là, on a mis douleur, mais ça peut être aussi l'impossibilité d'avoir des relations. Une patiente qui n'a jamais été capable d'avoir de pénétration parce que les douleurs l'ont toujours là, limité dès cette tentative-là. On va questionner sur à quel moment les douleurs apparaissent. Est-ce que c'est dès le début de la relation ou c'est plus au fur et à mesure que la relation avance? Est-ce que ces douleurs-là sont présentes par après? Puis c'est quoi aussi, personnellement, que tu es venu faire pour essayer de pallier à ces douleurs-là? Est-ce qu'il y a des lubrifiants qui ont été utilisés? Puis c'est ça, d'aller vraiment creuser ces détails-là. Puis en même temps, on a beaucoup d'éducation à faire pour, c'est ça, venir faire des changements au niveau de ces habitudes-là, là, s'il y a lieu. Donc, c'est pour ça que l'entrevue prend beaucoup de temps. Puis ça nous permet aussi de créer un contact, hein, parce que c'est un examen qui est intime au niveau physique, ce qui s'en vient ensuite. Et d'autant plus, quand on a des douleurs, bien, l'appréhension va être présente. Donc, de faire ce questionnaire-là. Ça doit être stressant pour oui, eux autres. bien, c'est ça. Fait que de faire ce questionnaire-là, puis de s'assurer que la relation se passe bien. Puis ensuite, bien, anatomiquement, d'avoir des images, d'avoir les modèles 3D. Là, c'est dommage, je ne l'ai pas apporté aujourd'hui, mais d'avoir le modèle 3D pour l'expliquer puis mieux comprendre c'est quoi les douleurs, les possibilités de douleur pour qu'ensuite, suivant l'examen, on puisse vraiment l'amener à la personne elle-même. Ça fait une belle différence aussi, là. Parce que les différentes douleurs qui existent, qu'on a parlé, il y en a qui sont à l'entrée du vagin, mais après ça, il y en a vraiment beaucoup d'autres. En fait, c'est sûr que, comme je disais, la vestibulodynie, qui vient vraiment toucher le vestibule, ça porte bien son nom, là, qui est l'entrée vaginale, ça va donner beaucoup des douleurs de type brûlure, pincement, irritation, un peu coup de couteau aussi. Là, il y a plusieurs descriptifs pour décrire cette douleur-là. Celle-là va beaucoup limiter souvent la première pénétration et tout au long, on peut amener un chauffement. C'est sûr que si, en plus, on a une condition qui vient affecter notre muqueuse vaginale, par exemple, si on est une patiente qui allaite, bien, l'allaitement fait en sorte un peu de faire, c'est une drôle d'image à faire, mais un peu comme une ménopause réversible, là, si on veut, de dire, comme les taux d'hormones sont très, très bas, la muqueuse qui est très peu exposée à l'estrogène va être plus fragilisée au niveau là, de l'irritation, plus de risque de sécheresse. Donc, ça aussi, ça peut venir contribuer à ces douleurs-là. Puis, on va avoir des patientes qui vont nous nommer plus des douleurs profondes. Donc, dyspareunie, je ressors ce mot-là encore, mais dyspareunie profonde, quand c'est l'impression qu'on abute sur quelque chose puis que ça va trop loin. À ce moment-là, ça peut être une restriction de mobilité au niveau du col de l'utérus, des ligaments là, qui viennent supporter notre utérus. Donc, ça peut être une autre, là, des localisations de ces douleurs-là. C'est sûr qu'une patiente qui, en plus, aurait des douleurs, par exemple, au bassin, des douleurs au dos, en tant que physiothérapeute, on est vraiment outillé pour aller travailler toutes ces problématiques-là musculo-squelettiques. Donc, c'est des conditions qui peuvent être coexistantes qu'on va vouloir adresser parce qu'on peut avoir malheureusement aussi une combinaison de tout ça, là. Donc, en fait, c'est sûr qu'une fois qu'on est venu faire ce questionnaire-là ensemble, qu'on est venu parler du plancher pelvien, de l'anatomie, on va commencer notre examen physique. On n'ira pas nécessairement tout le temps faire notre examen du plancher pelvien au premier rendez-vous. Hein. C'est sûr que si la circonstance s'y prête moins, que la discussion a pris beaucoup de temps, puis la patiente ne se sent pas nécessairement à l'aise d'aller faire l'examen du plancher pelvien au premier rendez-vous, c'est tout à fait correct aussi, là. Donc, des fois, je pense que déjà s'enlever cette pression-là, qu'automatiquement au premier rendez-vous, ça implique l'examen gynécologique. C'est possible probablement de le mentionner aussi, qu'on n'est pas à l'aise, pas prête. C'est ça, exactement. Puis moi, je pense que le plus beau là-dedans, c'est la relation justement qu'on développe avec la thérapeute, puis ce lien-là de confiance, de dire, on n'ira jamais plus loin que qu'est-ce que toi, tu te sens vraiment prête de faire. Donc, de toute manière, on est physio, hein, fait qu'on a plein de choses qu'on va vouloir venir valider, dont justement la posture, c'est sûr que là, dans le cas d'une douleur au niveau des relations sexuelles, ça va être beaucoup la région lombaire, le bassin, aller valider au niveau des hanches. Est-ce que la mobilité est normale? Donc, on va vraiment faire un scan puis voir, est-ce qu'il y a déjà des tensions musculaires, déjà des raideurs articulaires qui pourraient nous pister vers des liens là, avec la douleur qui est présente au niveau des relations. On va aller palper l'abdomen aussi. Hein? Puis souvent, on dirait que c'est une région qu'on n'est pas si habitué que ça non plus de se faire évaluer. Donc, d'aller palper, de valider. Est-ce que là aussi, il y a des tensions au niveau
de l'abdomen, la respiration, hein, parce qu'on l'a dit, un des traits qu'on va voir chez des patientes qui ont des douleurs, c'est l'anxiété, le stress, puis c'est sûr que, puis peu importe ce qu'on vit, la vie va vite, donc on a tendance à oublier de respirer par le ventre. Là, je t'en parle, puis même moi, je réalise actuellement notre niveau de respiration quand on parle, tout ça, mais de juste s'arrêter pour respirer par le ventre, relâcher les tensions au niveau du diaphragme, hein, qui est notre muscle qui va guider la respiration. Juste ça permet de diminuer une certaine partie des tensions qui sont présentes au niveau du plancher pelvien. Donc, comme je te dis, on a beaucoup de choses à aller valider avant même de se rendre au plancher pelvien. Et c'est sûr que si justement on a le consentement, la patiente est prête à aller à cette étape-là, bien, c'est là qu'on explique toujours au fur et à mesure tout ce qu'on fait pour pas qu'il y ait de surprise, puis que ça soit fluide aussi là, comme examen. Puis je te dirais que c'est ça qui ressort le plus, de dire, bien, j'en reviens pas à quel point vous prenez le temps. Hein, souvent, l'examen gynécologique qu'on va avoir assez tôt dans notre vie, c'est le fameux pap test, puis l'examen avec le spéculum. Ça aussi, c'est quelque chose que je peux nommer pour rassurer. On ne se servira pas du spéculum, surtout pas un premier rendez-vous comme ça là, d'évaluation pour des douleurs. Donc, c'est vraiment une observation qui va être à l'externe, comme je disais, de valider la peau, l'apparence de la muqueuse, de déjà pour nous donner une idée, est-ce qu'il y a des choses qu'on va vouloir adresser à l'externe. Et quand on sera prête à faire l'examen à l'interne, c'est sûr qu'encore une fois, on demande plusieurs fois le consentement. Puis tu sais, pour certaines, ça peut même paraître des fois de dire, ben là, tu viens de me demander si c'était correct, mais pour moi, c'est vraiment important qu'à toutes ces étapes-là, j'aille toujours le contact. Puis c'est pour ça aussi que même si on est un peu dans une position gynécologique, on se servira pas des étriers, hein, parce que les étriers, c'est sûr que ça aussi, hein, ça rajoute aussi souvent un stress, une appréhension. Tellement exposé, là, exactement. Donc nous, on va préférer relever un petit peu la tête du lit avec l'oreiller aussi, faire plier les genoux tout simplement là, de chaque côté, d'avoir les pieds complètement en appui sur la table. Déjà, on dirait que c'est mieux que d'avoir les fameux étriers. Et j'ai toujours le contact visuel avec la patiente aussi. C'est important parce que entre ce que tu me dis et aussi ce que je suis capable de voir dans tes yeux, l'appréhension, puis de crisper tout ça, bien, ça se peut que j'arrête même s'il n'y a pas eu de parole qui a été nommée. Donc, ce consentement-là, le fait de se sentir bien aussi dans la séance, puis l'examen interne, on le fait avec un doigt tout simplement, et c'est beaucoup d'aller voir, bien, qu'est-ce que je provoque? Est-ce que c'est des tensions musculaires qui sont présentes? Est-ce que c'est un manque de souplesse? Est-ce que c'est parce que justement, il y a de la sécheresse? Une problématique autre à adresser? Donc, ça nous permet vraiment d'avoir un portrait très clair pour ensuite expliquer à la patiente qu'est-ce qu'il y en est, là. J'ai eu... je prends les questions du public pour les épisodes, puis j'ai des... Tu sais, ça va être probablement... Je me dis, peut-être que ça va être, ben, viens me consulter, là, comme réponse, possiblement, mais peut-être qu'on pourra aller ailleurs, là. Il y a quelqu'un qui me disait que c'est tellement douloureux que... elle est même rendue traumatisée d'aller faire son examen gynécologique. Fait qu'à partir de là... qu'est-ce qui est possible de faire? Parce que j'imagine que même un doigt, ça doit être beaucoup pour elle. Exactement. En fait, souvent, ça peut être une raison de consultation qu'on a, de dire, ben, je suis incapable d'avoir un examen gynécologique, j'ai beaucoup d'appréhension en lien avec les outils aussi qu'on nomme. Donc, un peu comme tu pensais, effectivement. Et puis, on n'a pas besoin de prescription médicale pour venir consulter en physiothérapie. Donc, si on pense que, justement, c'est une des choses qui pourrait nous donner de la confiance puis qui pourrait nous donner du contrôle sur cette région-là de notre corps qui, des fois, est pas évident là, non plus à se connaître puis à venir observer. Puis on peut venir d'entrée de jeu, là, on est vraiment des professionnels de première ligne qu'on appelle. Donc, ça, on peut être la première porte à laquelle la patiente vient cogner pour avoir des réponses. Et là, oui, dans tout ce que je t'ai nommé, d'aller parler d'anatomie, d'aller valider qu'est-ce qu'il y en est au niveau du plancher pelvien, on va utiliser le miroir beaucoup aussi. Hein? Donc, des fois, de voir qu'est-ce que je suis en train de faire, si toi, ça te rassure, bien, ça peut être un outil qu'on va prendre. Puis, outre le fait de, oui, aller à l'interne, hein, nos fameuses contractions du plancher pelvien, relâchement du plancher pelvien, des fois qu'on va avoir entendu sous le nom d'exercice de Kegel. Oui,
on apprend à contracter. Mais moi, je dis toujours à mes patientes, pour moi, ta contraction est importante, mais ton relâchement l'est tout autant. Donc, juste qu'on prenne le temps de se dire, OK, ben comment tu me fais ça, toi, une contraction du plancher pelvien, que je le vois, puis qu'ensuite, je vois ce relâchement-là musculaire, cette détente-là, ben juste ça, on voit tout de suite une différence de dire, ben tu sais, c'est vrai, je me sens plus relax, puis je suis capable d'être plus détendue pour qu'on puisse tenter l'examen. Puis comme je te dis, même si ta raison de consultation, c'est je vais être capable de faire un examen avec un spéculum, bien, ça ne sera clairement pas la première séance qu'on va l'essayer, mais on va passer par toutes nos techniques de respiration, relâchement au niveau de l'abdomen, relâchement en externe au niveau du plancher pelvien. Là, je parlais beaucoup de l'examen interne. On a des techniques de tissu mou qu'on appelle du relâchement myofascial, qu'on vient vraiment faire, exemple, du palpé roulé au niveau des grandes lèvres, qu'on vient faire des points de pression, du relâchement, des techniques qui seraient utilisées en massothérapie conventionnelle aussi, qu'on aurait l'habitude, mais qu'on va se servir en physiothérapie pour le volet musculaire, cette détente-là. Donc, il y a plusieurs petites étapes qu'on peut venir faire pour finalement se rendre à cette étape-là, de pouvoir utiliser les spéculums. Puis c'est ça que je trouve beau dans notre pratique aussi, de dire, ben écoute, regarde d'où est-ce qu'on est parti, puis d'où est-ce qu'on est rendu. En termes d'exercice à la maison aussi, donc là, oui, de venir contracter, relâcher, mais on va se servir des dilatateurs. Le dilatateur, des fois, on a de la difficulté à s'imaginer qu'est-ce que c'est, mais c'est vraiment un outil, un peu comme un vibrateur, en fait, qu'on va venir se servir sans la fonction vibrante pour venir faire des relâchements, des étirements, puis ne serait-ce que s'habituer à avoir quelque chose à l'interne. Parce que là, tu me parlais du spéculum, mais j'ai eu des patientes aussi que c'était, premièrement, le tampon. De dire, ben j'ai jamais été capable d'insérer un tampon, c'est trop douloureux ou je suis très inconfortable. Donc, c'est sûr qu'il y a une différence aussi entre un doigt, un tampon, puis un spéculum et une pénétration au final. Donc, on a vraiment des dilatateurs, nos outils, qui peuvent être de façon graduée, de dire, ben c'est des grandeurs, on part avec un tout petit diamètre pour augmenter de façon graduelle, puis on peut se servir de 2 grandeurs dans une même séance d'exercice, tout simplement pour apprivoiser cette présence-là, puis être capable de progresser calmement là-dedans. Là. Est-ce qu'il y a un nombre de rendez-vous en moyenne qu'on peut s'imaginer pour régler le problème, là, entre guillemets? Oui, ça, c'est l'autre question qu'on se fait souvent poser aussi, puis je comprends parce qu'il peut y avoir un certain enjeu financier aussi par rapport aux rencontres là, en physio. C'est sûr que la première rencontre, c'est ça qui va nous donner beaucoup de réponses parce qu'il y a une différence entre est-ce que ces douleurs-là sont présentes depuis quelques semaines, quelques mois, ou finalement, comme on disait, la patiente a eu à cogner, c'est ça, à différentes portes pour finalement arriver dans notre bureau puis que ça fasse plus que 2 ans, 3 ans que ces douleurs-là soient présentes. C'est sûr que l'espace-temps va jouer un petit peu contre nous. Puis c'est sûr que 3 séances, 4 séances, 5 séances, c'est rare là, dans un cas de douleur qu'on n'ira pas en bas là, contre qui on ira. Oui, c'est ça. En fait, je me suis mal exprimée, mais c'est rare qu'on va aller en bas de ce nombre de séances-là. Puis ça peut être plus, chez certaines, ça va être une dizaine de rencontres, mais nous, notre but, c'est vraiment de vous laisser la plus autonome possible. C'est pour ça que vous avez des choses à faire à la maison, des exercices à faire, à intégrer, puis on se revoit pas toutes les semaines non plus. Il faut vous laisser du temps pour faire ces choses-là. Puis après ça, ben on s'adapte à la patiente. S'il y a souvent des assurances en physio qui viennent couvrir, puis qu'on a atteint un certain montant ou qu'on sait qu'au niveau financier, il y a d'autres dépenses qui arrivent, ben c'est de le nommer d'entrée de jeu pour qu'on soit capable de prévoir ça puis que ça réponde le mieux possible à vos besoins. Là. Nous, on est là pour la patiente, puis notre but, c'est vraiment de la guider le mieux possible dans l'opportunité qu'elle a là de faire ça. Là. Ça peut coûter combien un rendez-vous? Bien, en fait, ça dépend d'une clinique à l'autre. C'est sûr que ça dépend d'une ville à l'autre aussi, mais c'est sûr que dans les évaluations qui sont des rencontres un petit peu plus longues, tout ça, ça peut tourner là, d'un endroit à l'autre, là, le plus souvent autour de 150 $ pour une première rencontre, mais ensuite, les temps de rendez-vous aussi sont différents, tout dépendant de ce qu'on a besoin d'adresser. On peut prendre des 1 heure, des 45 minutes, puis là, ben, les coûts vont être plus faibles et évidemment là, associé au nombre de temps qui va être utilisé. Là. Une autre question, une autre mise en situation que j'ai reçue, c'est que cette personne-là vit des douleurs dans le bas du ventre après ses orgasmes. Fait que là,
Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà connu? C'est des choses qu'on peut voir en clinique, là, effectivement. Puis comme je te disais, ça touche un peu à ce qu'on voulait aller valider au tout départ. Est-ce qu'il y a des tensions au niveau des abdominaux profonds, au niveau des abdominaux même des fois plus superficiels? Fait que c'est la première chose qu'on va vouloir aller valider parce que c'est sûr qu'il faut se rappeler que l'orgasme, c'est des contractions rapides et répétées des muscles de notre plancher pelvien. Donc, c'est un effort musculaire en soi et notre plancher pelvien est relié à nos abdominaux profonds. Donc, la première chose qu'on va vouloir éliminer, c'est est-ce qu'il y a des tensions musculaires au niveau du plancher pelvien, au niveau du ventre à venir adresser. Et même chose au niveau, tantôt, je te parlais de la mobilité du col utérin. Quand je te parlais des douleurs profondes aux relations, le symptôme qui va souvent être ressenti quand on a l'impression que la pénétration va trop loin, abute sur quelque chose, c'est souvent les douleurs dans le bas du ventre. Donc, ça va être un ensemble de facteurs qu'on va vouloir adresser pour être sûr que tout bouge bien, puis qu'il n'y ait pas d'hypertonie, d'hypertension. Puis c'est sûr que là, si on a fait le tour de tout ça, puis c'est pas mieux, bien, on peut évidemment référer au niveau médical. Est-ce qu'il y aurait un kyste, par exemple, qui pourrait entraîner des symptomatiques? Mais par rapport, c'est ça, à l'orgasme lui-même, c'est sûr qu'en réalisant justement que c'est des contractions rapides et répétées du muscle, on peut faire un lien musculaire là, assez facilement. OK. Ah oui. Moi, c'est le genre de douleur que j'avais jamais entendu parler de ça avant que cette personne-là me pose sa question. J'étais comme... Mais c'est là qu'on voit que les douleurs peuvent prendre différents spectres. Ouais, là. Vraiment. Donc, nous, c'est pour ça que notre questionnaire va aller un petit peu plus en profondeur pour qu'on puisse éliminer là, des particularités. Là. Dans les documents que je lisais, qui m'avait été envoyé, on parlait de douleurs provoquées ou spontanées. C'est quoi la différence entre les deux? C'est vrai. Tu sais, tantôt, on est passé rapidement au niveau de nos définitions des douleurs. Donc, on disait vestibulodynie, qui est la douleur à l'entrée vaginale. Quand on dit que c'est une douleur qui va être provoquée, c'est en fait que la douleur va avoir lieu au moment de la tentative de pénétration ou au moment de la tentative d'insertion, exemple d'un jouet sexuel ou du tampon. Donc, vraiment qu'il y ait un contact direct avec cette peau-là de l'entrée vaginale, le vestibule, alors que si c'est une douleur qui va être non provoquée, cette douleur-là, elle peut apparaître un peu n'importe quand de manière spontanée. Et donc, ça veut dire qu'en étant assis, tout simplement, soudainement, sans raison, la douleur va être perçue. Puis, malheureusement, on peut avoir aussi une douleur qui va être mixte, là, donc qui va être possible dans les deux circonstances. Là. Pour faire un petit peu du pouce par rapport à ça, on va aussi différencier la douleur primaire de la douleur secondaire. Je me doutais que tu allais probablement aller vers ça. En fait, je l'ai dit, c'est qu'on va voir des patientes de tous les âges dans nos bureaux et la patiente qui a une douleur qu'on va dire primaire, c'est que cette douleur-là, elle est présente dès le tout début de sa vie sexuelle. Donc, elle n'a jamais été capable de vivre une relation sexuelle sans douleur. Donc, vestibulodynie provoquée probablement primaire, alors qu'une personne que sa douleur va être secondaire, c'est qu'elle a eu des relations, des périodes au courant de sa vie où ça a été possible de ne pas avoir de douleur, mais qu'elle a finalement développé ces douleurs-là. Puis là, ben, c'est là qu'il peut avoir justement là, nos hypothèses, comme on disait, ben, est-ce qu'il y a eu une grossesse, un accouchement? C'est sûr qu'il y a des déchirures, des lésions peuvent entraîner aussi des douleurs. Puis est-ce que, par exemple, la patiente, comme on disait, est en ménopause? Est-ce qu'il y a d'autres changements? Il y a malheureusement aussi les traitements au niveau des cancers gynécologiques qui vont entraîner beaucoup de changements. Les chirurgies, premièrement. Est-ce que la patiente a eu de la radiothérapie dans cette région-là qui va aussi venir amener des conséquences au niveau tissulaire? C'est quand même jusqu'à 60% des femmes qui ont eu des traitements pour des cancers gynécologiques qui vont finalement développer des douleurs là, aux relations. Donc ça va... Oui, c'est ça. Fait que ça va vraiment faire partie de notre catégorie de douleurs là, qui va être secondaire. Là. Puis c'est dû à quoi, ça? C'est parce que les tissus amincissent ou... Au niveau des changements, c'est ça, de la ménopause, des changements hormonaux, c'est vraiment effectivement un amincissement là, des tissus qui va avoir lieu, du fait qu'ils ne sont plus autant exposés au cycle hormonal régulier. Des fois, on dirait qu'on aime faire la comparaison avec une plante, une plante que on voit vraiment là, que la feuille est toute gorgée d'eau, toute bombée, alors que finalement, avec le manque d'eau, la sécheresse, on voit, avant qu'elle devienne complètement
complètement sec, hein, qu'elle se fragilise. Donc, l'épaisseur et l'hydratation là, de cette muqueuse-là vaginale qui va être impactée par les changements hormonaux. Puis c'est sûr que là, si en plus, on rajoute de la radiation par des traitements beaucoup plus invasifs comme de la radiothérapie, de la curithérapie, bien, c'est certain qu'effectivement, les lésions là, peuvent causer ces douleurs-là, des adhérences aussi au niveau des tissus. C'est sûr que dès qu'on a une intervention chirurgicale puis qu'il y a une cicatrice, bien nous, c'est sûr qu'on a une déformation professionnelle en physiothérapie. On dirait qu'on veut adresser tout le temps toutes les cicatrices, venir les masser, les mobiliser, que ce soit des cicatrices de césarienne, des cicatrices pour un physio qui travaille en physio conventionnel, une chirurgie au niveau du genou, au niveau de l'épaule. On veut vraiment mobiliser les cicatrices pour éviter les tissus cicatriciels, les adhérences. Hein. On aime donner l'image que c'est un petit peu comme des petites toiles d'araignée là, qui viennent se créer dans le processus de guérison. Bien, même chose au niveau des cicatrices vaginales. Si on a eu un accouchement plus difficile avec des lésions, si on a eu une intervention comme une hystérectomie, par exemple, ou une autre intervention en lien avec une chirurgie de cancer, bien, le but, ça va être d'aller désensibiliser, masser le plus possible ces cicatrices-là pour éviter qu'il y ait des raideurs résiduelles. Fait que souvent, encore une fois, ça peut être une combinaison de ces facteurs-là. Là. Est-ce que vous avez beaucoup de consultations qui sont dues à de l'endométriose? Puis est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez aider à traiter? Je te dirais effectivement que c'est une clientèle qu'on va voir assez régulièrement parce que souvent, les patientes d'endométriose, à la base, ont eu à passer à travers des diagnostics, pas de diagnostics, mais des consultations médicales hein, pour arriver à ce diagnostic-là officiel, qui est aussi un diagnostic d'exclusion. Là. Donc oui, c'est des clientes qu'on va voir parce que souvent, bon, il y a des maux de ventre associés à l'endométriose. Donc souvent, ces maux de ventre-là vont aussi, hein, des fois, c'est l'œuf ou la poule, là, mais vont entraîner des tensions musculaires au niveau abdominal, au niveau du plancher pelvien. Donc, pour le volet, oui, des douleurs aux relations sexuelles, mais aussi pour le volet des douleurs lors des règles. C'est des patientes là, avec lesquelles on va venir travailler beaucoup, comme je mets, dans le relâchement myofascial musculaire pour vraiment leur donner un meilleur confort dans leur quotidien autant que dans leurs relations, dans leur vie sexuelle. Est-ce que ça arrive que tu te doutes que quelqu'un n'a pas de diagnostic d'endométriose, mais que tu penses qu'il y en a possiblement? Bien, c'est sûr que dans notre questionnaire, justement, hein, si on parle des règles, puis de la fréquence, est-ce que ton cycle est régulier, est-ce que tu as des douleurs qui sont présentes, ça fait partie des choses qu'on va questionner pour justement se dire, bon, ben est-ce que cette personne-là nécessiterait une rencontre au niveau gynécologique pour aller explorer plus loin? Donc, c'est sûr que certaines de nos questions peuvent pister vers une consultation là, en gynéco. C'est sûr que c'est des étapes qui sont longues hein, pour avoir un diagnostic d'endométriose, puis pour avoir un diagnostic officiel. Souvent, il faut passer par la chirurgie, hein, par la laparoscopie pour vraiment aller valider la présence, là, c'est ça, de ces tissus adhérents-là, ces tissus cicatriciels qui sont présents. Donc, c'est des grosses démarches. Donc, oui, ça pourrait arriver effectivement qu'une patiente n'ait pas encore eu de réponse à ces questions par rapport à ça, puis qu'on la réfère. Mais souvent, comme je te disais, vu que c'est quand même un processus qui est complexe de diagnostic, puis les douleurs qui sont très, très importantes aussi, là, dans plusieurs cas, la personne va avoir cogné aussi à d'autres portes avant d'arriver nous voir. Là, Ça doit être super dur psychologiquement de vivre des douleurs sexuelles. Est-ce que c'est généralement recommandé de consulter, par exemple, un sexologue en parallèle avec ça? Puis c'est un très bon point que tu nommes. Hein? Puis même si nous, on est physiothérapeute puis on s'occupe du volet physique, c'est impossible de dissocier la douleur physique de l'aspect psychologique que la patiente va vivre. Donc oui, dans les études, ce qui est recommandé comme approche de traitement, c'est la physiothérapie et la psychothérapie là, combinée. Là. Donc, c'est dans la majorité des études ce qui est recommandé comme intervention de première ligne. Donc, d'avoir un suivi là, conjoint avec une sexologue, une psychothérapeute sexologue et la physio pour adresser ces problématiques-là parce que c'est sûr que d'avoir une douleur, ben il n'y a personne qui a envie hein, d'avoir mal pour le plaisir. Là. Donc, c'est sûr que si je sais que je vais avoir une douleur au niveau des relations sexuelles, ben
fortes sont les chances que mon désir d'avoir une relation va être beaucoup plus bas. Puis souvent, ben, ça l'entraîne un cercle vicieux aussi, hein, de dire, ben, j'ai peur d'avoir mal, je sais que je vais avoir mal. Donc là, plus j'ai peur, je viens créer des tensions, des appréhensions. Donc, mon muscle va s'en ressentir aussi. Puis là, si mon muscle est encore plus tendu, ben, ça va être pire. Je te dirais aussi que le fait de faire le suivi avec la psychothérapeute, la sexologue, va aussi permettre d'adresser la relation autour de tout ça. Puis on le voit aussi, hein, la réponse de la partenaire en lien avec ces douleurs-là va avoir un impact aussi. Là. Ça nous arrive d'accueillir les partenaires durant les rencontres. Hein. Il y a certains partenaires qui souhaitent s'impliquer dans cette démarche-là puis qui veulent savoir, ben, tu sais, est-ce que je peux faire quelque chose pour aider ma conjointe pour qu'elle ait moins de douleur? Ben, c'est ça. Mais malheureusement, c'est pas toutes nos patientes qui vont avoir la chance de vivre ça de cette manière-là. Donc, c'est sûr que d'avoir là, des outils avec une sexologue, c'est aidant. Là. C'est quoi les différents traitements qui sont offerts aux patients qui viennent pour une douleur sexuelle? Tu veux dire traitement en physiothérapie ou en physio? Oui. En fait, ben c'est sûr qu'encore une fois, ça dépend de la cause de notre douleur. Je te dirais vraiment tout ce qui est relâchement au départ, là, peut-être que je me répète un petit peu, mais d'aller adresser la respiration, le contrôle respiratoire, d'aller relâcher les tensions au niveau de l'abdomen. Puis ensuite, ben c'est sûr que la région principale hein, qu'on va vouloir désensibiliser, qu'on appelle hein, donc de vraiment diminuer au minimum les douleurs, c'est la région pelvienne. Donc oui, il va y avoir de la thérapie manuelle dans notre séance. Donc comme je nommais un petit peu plus tôt, de venir faire du palpé roulé, du relâchement musculaire à l'externe, de travailler tous nos petits points douloureux à l'externe pour ensuite aller à l'interne. À l'interne, ben c'est un peu le même principe de venir faire des étirements du muscle. Okay. Donc on va vraiment muscle par muscle valider, ben c'est quoi les tensions? Est-ce que je reproduis une douleur avec ce muscle-là ou non? Si c'est le cas, ben on prend le temps vraiment avec, encore une fois, comme je nommais un petit peu, hein, notre contraction, notre relâchement du plancher pelvien, venir détendre la musculature. Donc ça, c'est la première chose. Puis, c'est sûr qu'on a des outils aussi pour arriver à ça. On n'est pas toujours obligé de s'en servir, mais on a l'ordinateur avec le biofeedback qu'on appelle, qui nous permet, soit avec des électrodes qu'on vient coller à l'externe du plancher pelvien ou une sonde vaginale à l'intérieur du plancher pelvien, te montrer à l'écran en temps réel quand tu contractes et quand tu relâches ton muscle. Parce que c'est sûr que quand je le dis comme ça, contracte ton plancher pelvien, relâche-le, ça peut sembler facile, mais c'est pas toujours le cas. Puis c'est difficile, hein? C'est pas comme un biceps qu'on voit se contracter, qu'on voit relâcher. Donc, d'avoir au moins un outil visuel pour voir qu'est-ce qui se passe, ça peut aider à diminuer le plus possible là, les tensions au niveau du plancher pelvien. Donc ça va être un outil qu'on peut se servir avec la cliente pour lui dire, OK, ben là, regarde, en ce moment, on essaie de respirer, mais on le voit que le niveau de contraction de ton plancher pelvien, il est plus haut que qu'est-ce qu'il devrait être. Si je te fais respirer de cette manière-là, si je te demande une petite contraction, un relâchement, vois-tu, on arrive à venir là, diminuer le signal de ton muscle. Donc oui, on va s'en servir chez nos patientes, exemple, qui viennent pour des fuites urinaires, des descentes d'organes, on veut s'en servir pour le renforcement, on peut faire travailler couché, assise, debout, mais dans un cas de douleur, c'est vraiment pour montrer le contrôle hein, qu'on peut avoir là, sur la diminution de ces tensions-là. Quand ensuite, ben, le ménage, si on peut appeler ça comme ça, est fait au niveau des tensions, puis qu'on le voit que le muscle est beaucoup plus détendu, beaucoup plus relâché, c'est de désensibiliser le vestibule, l'entrée vaginale et la muqueuse. En fait, là, l'image qu'une de mes collègues, donne, c'est un peu comme si on se faisait amputer. Si on se fait couper un organe, c'est sûr que toutes les petites terminaisons nerveuses qui ont été coupées hein, vont enregistrer là, des signaux de douleur là, très, très, très élevé. Hein. Si je fais juste effleurer la zone qui a été amputée, ça va être des réactions très, très vives au niveau nerveux là, qui vont avoir lieu. Là, c'est sûr que pas toujours quelque chose qui a été coupé. Là, en fait, au niveau du vestibule de l'entrée, il peut y avoir les cicatrices, comme je nommais, mais même s'il n'y a pas eu d'intervention chirurgicale, le parallèle qu'on peut faire, c'est de dire, ben, au niveau de ton vestibule, au niveau de la peau de l'entrée, c'est comme si tous nos petits récepteurs nerveux captent ne serait-ce qu'un simple toucher comme étant douloureux, alors que c'est pas l'analyse que le cerveau devrait en faire. C'est tellement pas l'habitude de se faire toucher. Exactement. Okay. Il est hyper sensible face à ce toucher
toucher-là. Donc, notre but, c'est vraiment de diminuer le plus possible les influx nerveux, les influx de douleur, en ramenant à des touchés qui vont être plus confortables. Donc, le processus de désensibilisation va être fait aussi chez les patients qui ont eu ce type d'intervention-là, de chirurgie plus extrême que j'ai nommé, de venir désensibiliser les ondes avec des tissus extrêmement doux pour commencer, pour après ça, les amener à être capables de tolérer des textures qui sont plus rugueuses, qui sont plus raides, pour éventuellement amener à être appareillés. Ben, nous, ce qu'on va faire pour le cas d'une douleur au niveau des relations sexuelles, c'est de venir masser puis frictionner, si on veut, cette zone-là, mais de manière très douce pour commencer, pour finalement amener à ce qu'à la relation, lorsqu'il y aura de la friction, du mouvement, ce ne sera plus douloureux. Donc, nos dilatateurs, oui, tantôt, je nommais que notre but, c'était de venir étirer puis relâcher au niveau musculaire, mais on va s'en servir aussi beaucoup par les mouvements de va-et-vient et de friction, parce que c'est ça qui a lieu dans une relation aussi qui peut venir faire mal. Et puis des fois, quand on donne les paramètres, on veut que les patientes fassent une dizaine de petits mouvements, ressortent le dilatateur pour repratiquer aussi la réinsertion qui souvent est douloureuse. Quand on nomme les répétitions, souvent, les patientes me disent « ben ça fait beaucoup, de faire ça une dizaine de fois, répéter 10 fois, mais imagine, dans une relation sexuelle, comment il y en a, des mouvements de friction et de va-et-vient. Donc, ça permet vraiment de se réapproprier ce mouvement-là sans qu'il y ait nécessairement de douleur et d'aller masser la zone de l'entrée aussi. Donc, il y a eu des cicatrices. Sinon, encore une fois, c'est toutes des techniques manuelles qui vont nous aider à retrouver le contrôle là, au niveau de cette région-là puis de diminuer les douleurs. Fait que le patient retourne avec ses petits devoirs à faire à la maison. Oui. Puis c'est sûr que ce devoir-là, il se fait pas n'importe quand. Là, on fait pas ça sur le coin là, d'une table avec nos petits poids puis nos choses. Là. Le but, c'est de mettre ça aussi comme un événement positif quand on arrive à la maison. Puis souvent, on va conseiller aux patients de s'installer avec une lumière tamisée, si tu as une chandelle que tu aimes puis qui te permet de te calmer, une musique, tout ça pour vraiment le faire dans un endroit qui est favorable. Hein. Si une journée, tu reviens, tu es super fatigué, tu es stressé, ça n'a pas été une bonne journée puis tu étais supposé de faire tes exercices cette journée-là, ben c'est bien correct de ne pas les faire parce que c'est sûr que si tu pars avec ce contexte-là autour, ben autres sont les chances que les douleurs soient même pires que ce qu'elles sont réellement. Il faut que ça soit un temps pour soi-même. Oui, et puis de le voir comme une démarche qu'on fait pour soi en premier lieu et non pas pour l'autre non plus. Puis de vraiment se dire, ben c'est un peu un cadeau qu'on se fait d'adresser ça puis de retrouver le plein contrôle là, sur notre vie sexuelle. Puis nos patientes à la clinique là, chez Sygonia sont chanceuses parce qu'en fait, notre application, on a une application là, qu'on a développée pour vraiment avoir chacun des exercices qui sont détaillés en mots. Donc, quand tu reviens, c'est sûr que c'est des gros rendez-vous, là, les premières rencontres, on dit beaucoup de choses. C'est dur de se rappeler de tout. C'est ça, on fait un survol de beaucoup d'éléments. Donc, au moins, de revenir à la maison tranquille, de dire, OK, ben je vais relire chacun de mes exercices en contrôle. Puis, on a même des vidéos aussi maison qu'on a faites avec des mannequins, là, haute fidélité, qu'on vient vraiment démontrer avec les dilatateurs quoi faire, les mouvements de va-et-vient, les massages, tout ça. Des documents informatifs aussi, parce qu'on en a parlé un petit peu, hein, les conjointes qui gravitent autour de cet univers-là, de dire, ben c'est important pour eux de comprendre aussi qu'est-ce qu'il y en est. Donc, d'avoir le document, la feuille, qui dit, ben, OK, ben qu'est-ce qu'une vestibulodynie? Puis là, on repart un peu comme on a nommé, ben la vestibulodynie, la définition, mais la provoquée versus non provoquée, tout ça. Puis, je pense aussi pour la patiente de repartir chez toi en ayant tous ces outils-là, puis de savoir hein, qu'on avait une feuille avec tout ça d'expliquer. Souvent, il y en a beaucoup qui me disent, ben je me sens moins seule. Parce que souvent, quand on arrive dans notre bureau, puis que on s'installe, tu sais, t'as pas l'impression que c'est jusqu'à une femme sur 4, une femme sur 5 qui va avoir cette douleur-là. Donc, de savoir que t'es pas toute seule, que nous, on envoie à tous les jours des patientes qui ont cette même condition-là, puis qu'on était même préparés à te recevoir pour venir t'expliquer qu'est-ce qu'il y en est, puis te donner les bons outils, c'est rassurant, puis ça permet de normaliser tout ça aussi, là. Ah oui, très bon, ça. Il y a personne qui en parle, fait que c'est sûr c'est ça, puis moi, je le dis à mes patientes, je leur dis, tu sais, c'est certain que tu seras peut-être pas à l'aise de parler de ça dans un souper, que là, vous êtes une vingtaine et tout ça, mais quand tu es avec une amie proche, quand vous êtes dans un groupe plus restreint, puis que tu sens que
pour toi dans cette démarche-là, c'est aidant d'en parler, ben dis-toi qu'en plus de t'aider toi d'en parler aux autres, ben c'est certain, si vous êtes 4 ou 5 personnes, ben il va probablement en avoir au moins une autre qui va avoir vécu, peut-être pas en ce moment, mais qui va avoir déjà vécu qu'est-ce que toi tu vis, puis qui va peut-être être même la solution qu'elle n'avait pas envisagée, que toi tu vas lui apporter. Donc c'est de vraiment en parler, puis de se dire, ben c'est pas supposé d'être un sujet tabou, hein. Le parallèle qu'on peut faire, hein, tantôt je te disais, c'est autour de 20% des femmes qui vont développer des douleurs le plus chroniques, hein, donc plus de 3 mois au niveau des relations sexuelles. Ben, on connaît tous quelqu'un qui a des douleurs au dos, hein, dans notre entourage, ou qui a déjà eu des douleurs au dos, là, mais les douleurs au dos, là, c'est 18% des gens en général, là, dans la population qui vont en avoir au courant de leur vie. Bien, ce 18%-là, on en entend beaucoup plus parler que le 20% des douleurs aux relations sexuelles. Donc, il faut vraiment... Il y a du travail à faire par rapport à ça. Je trouve que justement, d'en parler dans un podcast comme ça, puis d'en faire un sujet qui peut être aussi positif aussi, puis de voir qu'il y a de l'espoir puis qu'il y a des pistes de solutions, ça fait partie de cette démarche-là aussi, là. Absolument. Donc, en plus, c'est d'avoir l'application avec les documents qui expliquent la vestibulodynie, qu'est-ce que c'est, dans le volet enseignement, que je te disais qui est super important pour nous, de savoir quel type de lubrifiant utiliser, qu'est-ce qui nous convient le mieux. Parce que c'est sûr que quand on arrive devant la rangée des lubrifiants, il y en a tellement, c'est difficile de savoir, ben c'est quoi, qu'est-ce qui nous convient. Donc, nous, on va vraiment outiller les patientes par rapport à quels ingrédients faire attention. Donc, si on est déjà une personne avec une fragilité, une susceptibilité à avoir des douleurs au niveau de l'entrée vaginale, certains ingrédients comme la glycérine, le propylène glycol, les parabènes vont venir souvent être une source d'irritation supplémentaire. Puis c'est dommage parce que souvent, tu prends une marque super populaire en pharmacie, tu commences à regarder les ingrédients, puis ça va souvent être un des deuxièmes si c'est pas le premier ingrédient. Puis on fait... C'est étonnant parce que crème, tu dis, je prends un lubrifiant justement pour m'aider. Puis finalement, ça... Ben oui, c'est ça. Fait que ça fait partie des choses que les patientes, ça les intéresse vraiment beaucoup d'avoir des réponses à ces questions-là, parce qu'il y a 3 grandes catégories de lubrifiants. Le lubrifiant à base d'eau, souvent, c'est lui qu'on va entendre d'emblée le plus. Mais un de ces grands facteurs un peu plus négatifs, c'est que ça s'assèche. J'ai de la misère à dire, ça sèche rapidement. Donc, des fois, c'est ça, son pouvoir glissant, si on veut, va être un petit peu plus de courte durée. Donc, oui, ça peut très bien faire. Puis, on a quand même des marques qu'on préfère plus que d'autres, qu'on va guider la patiente. Puis, c'est beaucoup de... Il faut l'essayer aussi, parce qu'il y a un choix personnel là-dedans. Mais le lubrifiant à base d'eau, si on sait que déjà, on est quelqu'un qui a tendance à avoir une sécheresse plus importante, bien, peut-être que ça ne sera pas la première option pour nous. C'est sûr que son point positif, c'est qu'il ne tâche pas, il est simple d'utilisation. On peut s'en servir avec nos dilatateurs, donc nos outils justement pour faire nos exercices. Mais pour la relation, si on n'a pas de contre-indication, des lubrifiants, par exemple, à base de silicone, c'est ça la grosse différence, c'est que le pouvoir glissant est beaucoup plus long, en fait. Donc, on n'aura pas nécessairement besoin de remettre du lubrifiant au courant de la relation. Des fois, ça a un aspect, même donne une sensation un petit peu plus hydratant, exemple, que le lubrifiant à base d'eau. Puis si on cherche quelque chose d'un petit peu plus naturel, bien, les lubrifiants à base d'huile aussi sont une bonne option. Je le connaissais pas, celui-là. En fait, à base d'huile, ça peut être n'importe quelle huile qu'on n'est pas allergique. Donc, ne serait-ce que l'huile d'amande douce, l'huile de coco, même une huile d'olive, là, à la limite, ça pourrait faire. C'est sûr que, encore une fois, on a un peu comme pour le lubrifiant en silicone, l'effet glissant qui est super intéressant de dire, ben ça sèche pas de l'huile. Le point un petit peu plus négatif, parfois, c'est l'effet que ça peut tacher. Donc, des fois, c'est ça. Fait que c'est l'application qui peut être un petit peu plus difficile, mais ça fait très, très bien pour nos patientes aussi qui ont des douleurs là, non provoquées, qui vont avoir des douleurs un petit peu plus spontanées. Et il y en a que ça va les apaiser de venir appliquer là, un hydratant comme une huile là, qui les permettent d'être un petit peu plus soulagées. Donc ça peut faire partie là, des options. Et pour nos patientes ménopausées, c'est sûr que nous, on ne peut pas prescrire d'hormones. Fait que l'hormonothérapie, oui, on peut en discuter avec la patiente, puis lui conseiller que ça serait une bonne option d'en parler avec son médecin, puis avec son gynéco, mais il y en a des patientes qui ne peuvent pas prendre d'hormones pour conditions médicales. Donc, chez ces patientes-là, ce qui peut être intéressant d'utiliser, c'est des hydratants vaginaux. Fait que la différence, pour ça, souvent aussi, c'est une nuance qu'on ne connaît pas.
hydratant versus lubrifiant. Ouais. Donc, le lubrifiant a vraiment un effet plus court terme, en fait, au niveau de la relation, alors que l'hydratant vaginal, ça va être pour le quotidien un petit peu plus, de venir combler là, ce besoin-là d'hydratation pour pas ressentir la sécheresse dans le quotidien. Ça, j'ai l'impression que c'est un épisode en soi qu'on pourrait faire juste sur la ménopause. Effectivement, là, ça serait vraiment intéressant. Vraiment. Ouais. Donc ça, c'est aussi notre rôle de physio, d'informer, d'éduquer la patiente par rapport à ces différences-là, quels produits sont disponibles là, comme hydratants vaginal sur le marché, parce qu'encore une fois, là, il y a des ingrédients, il y a des choses qu'on veut s'adresser. Puis c'est sûr qu'en collaboration avec le pharmacien, on va vouloir la guider là, vers les meilleures choses à utiliser. Donc, quand on parlait de, tu sais, c'est quoi une séance en physio pour gérer les douleurs? Donc oui, il y a tout le volet physique qu'on vient faire, outiller, donner du contrôle, comme on disait, musculaire avec le biofeedback, avec les doigts, avec les dilatateurs, mais tout le volet enseignement aussi. Puis ne serait-ce que aussi par rapport aux positions, des fois à utiliser, hein, parce qu'il y a certaines positions qui vont amener davantage de tension au niveau du plancher pelvien ou qui vont, exemple, permettre une pénétration plus profonde. Donc, on va être là aussi pour un peu guider les patientes puis leur dire, ben OK, est-ce que tu as essayé telle chose, tel changement, de jouer aussi avec l'angle au niveau du bassin. Donc, c'est rare qu'on va avoir ce genre de discussion-là dans notre quotidien. Fait que c'est là un peu que notre rôle de coach, là, si on veut, peut aller de dire, ben avoir les bons outils, utiliser les bons lubrifiants, puis physiologiquement, qu'est-ce qui est le plus favorable pour toi. Puis c'est sûr qu'on veut une exposition graduelle aussi hein, aux relations. Si on a travaillé tout le volet douleur, moi, j'empêcherai jamais mes patientes d'avoir des relations. Là, je suis pas la personne qui va mettre le frein là-dessus, mais c'est sûr qu'il y a un cheminement à faire par rapport à ça. Puis notre objectif, c'est de les guider dans ces étapes-là. Quand on a dit tantôt qu'on pouvait aussi intégrer hein, les partenaires dans tout ça, ben c'est un peu ça, de dire, ben est-ce que tu penses que ton conjoint, ta conjointe voudrait t'aider dans tout ce processus-là? Ça fait partie des petites étapes qu'on est là aussi pour guider, pour amener un confort au niveau des relations sexuelles. Là. Fait que c'est un gros rôle, mais qui est super intéressant puis qui est, c'est ça, très gratifiant aussi. Oui, ça englobe vraiment beaucoup de choses. Oui, exactement. Est-ce que ça arrive qu'un programme d'exercice au niveau pelvien n'est pas suffisant? Puis, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi la prochaine étape? Oui, c'est une très bonne question. En fait, c'est sûr qu'effectivement, malheureusement, malgré qu'on a un très haut taux de succès hein, avec la physiothérapie, là, pour notre clientèle en général, en physiothérapie, c'est quand même plus de 80% là, des problématiques qui vont être résolues là, avec la physio. Si jamais c'est pas suffisant, c'est sûr qu'il y a des crèmes qui peuvent être utilisées. Hein, puis des fois, les patientes vont aussi avoir déjà eu la prescription pour ce genre de crème-là anesthésiante qu'on peut venir utiliser en combinaison avec le traitement de physio ou quand on débute les exercices puis on se rend compte que OK, c'est beaucoup plus douloureux que ce que je pensais. Bien, de venir utiliser les crèmes, ça peut aider à diminuer justement là, notre niveau de douleur. Parce que moi, je le dis à mes patientes, hein, quand on fait notre processus ensemble, autant dans les séances que dans les choses à faire à la maison, j'aimerais que, dans un monde idéal, que le niveau de douleur ne dépasse pas un 5-6 sur 10 de douleur. C'est sûr que cette échelle-là de douleur est personnelle à chacune, mais encore une fois, au niveau du système nerveux, on ne veut pas venir surcharger ce signal-là de douleur puis revenir créer davantage de tension dans notre boucle qu'on parlait tantôt. Donc, notre but, c'est toujours de rester dans des niveaux de douleur qui vont être les plus bas possibles ou peut-être que ça va être un petit peu douloureux, plus douloureux au début de la séance, mais qu'à force de le travailler, on voit cet effet-là de relâchement, de détente. Donc, ça peut arriver d'avoir à utiliser là, des crèmes, comme je te dis, j'ai la lidocaïne en tête, là, qui est une crème anesthésiante là, pour venir atténuer là, la sensation de brûlure, de chauffement. Comme on disait au tout départ, c'est sûr que si, souvent on va l'avoir vu dès le début, mais il y a une condition médicale associée, on va venir évidemment référer, mais dans le cas d'une vestibulodynie vraiment précise, comme on nommait, qu'il y a eu un échec malheureusement à la physio, souvent, ben, c'est vers la chirurgie qu'on peut alors là, se tourner. En fait, qui est la vestibulectomie, qui est de venir là, retirer en partie ou complètement là, le vestibule là, lui-même. Donc, c'est une chirurgie
chirurgie qui peut avoir lieu, mais qui, normalement, va avoir été faite vraiment s'il y a eu un échec là, des autres traitements, dont un échec là, en physio, parce que comme n'importe quelle autre chirurgie, hein, c'est invasif. Il y a toujours des risques associés à des chirurgies, dont des risques d'infection, de complications, tout ça, mais c'est une avenue qui est possible. Puis c'est sûr que notre but aussi, hein, c'est de rester à l'affût de qu'est-ce qui se fait, puis d'être au courant là, de ces nouvelles études-là. Oui. Il y a des projets de recherche, dont un qui est en cours là, justement là, actuellement là, à Sherbrooke, pour lequel on est collaborateur, qui est un traitement, un projet de recherche sur l'utilisation du laser dans le traitement des relations, là, des douleurs aux relations. Ouais. Fait effectivement, donc on est rendu là, dans la deuxième phase là, de ce projet-là. Donc vraiment l'utilisation du laser au niveau du vestibule, encore une fois, là, pour venir là, atténuer là, ces signaux-là de douleur. Donc heureusement, tu sais, il y a des recherches qui se font, puis la science est encore en train, c'est ça, d'évaluer là, qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Je sais qu'il y a des études aussi faites par rapport à l'utilisation des aiguilles en physiothérapie au niveau, tu sais, du plancher pelvien, au niveau des tensions musculaires. Donc, il y a d'autres choses qui s'en viennent par rapport à ça, mais c'est de dire que heureusement, la physio fonctionne bien. Puis, si c'est pas parfait, ben au moins si on est capable de retrouver un confort pour ensuite être redirigé vers d'autres options, c'est toujours rassurant, là. Moi, j'ai eu ça, là, des aiguilles pour... je me suis cassé une côte, puis en tout cas, bref, j'ai une physio qui m'a fait ça, des petites la aiguilles, poncture, là, En tout cas, c'est... Oui, puis c'est un relâchement, c'est ça, puis c'est un relâchement musculaire qui est super intéressant, encore une fois, en combinaison avec de la thérapie manuelle là, conventionnelle. Donc, l'objectif, c'est ensuite d'aller se former pour pouvoir faire là, ces aiguilles-là au niveau du plancher pelvien. La formation d'aiguilles conventionnelle est de plus en plus répandue là, au Québec. C'est un service qu'on offre le même là, à la clinique, mais vraiment de développer l'expertise d'aiguilles au niveau du plancher pelvien, là, c'est quelque chose qui est étudié là, en ce moment même pour pouvoir, c'est ça, venir ajouter ça dans notre coffre à outils de ce qu'on offre en physio. Là, En résumé, ce qu'on peut se souvenir, c'est que c'est complexe, hein, le thème des douleurs aux relations sexuelles. Comme on a dit, il y a plusieurs, premièrement, causes médicales qui peuvent être présentes. C'est peut-être celle que j'ai parler un petit peu moins, hein, c'est les douleurs pelviennes chroniques, là, dans les douleurs pelviennes chroniques, parce que là, on parlait beaucoup de la relation sexuelle elle-même. Il y a des douleurs vraiment qui vont être un petit peu dans la catégorie de ce que je te disais, qui sont des douleurs spontanées, là, des douleurs périnéales, vraiment de ne pas être capable de tolérer ou très peu tolérer la position assise parce qu'il y a une atteinte au niveau du nerf pudendal, qui est le nerf là, qui vient innerver notre plancher pelvien. C'est quand même tannant, ça. Ben effectivement, puis c'est des patients qui ne veulent pas, par cette condition-là qui est présente au niveau pelvien, bien, c'est sûr que la vie sexuelle peut être touchée également. Dans maintenant la nouvelle nomenclature là, des douleurs pelviennes chroniques, bien, il y a justement l'endométriose qui fait partie de ces douleurs-là, les syndromes de vessie douloureuse. Donc, c'est sûr que c'est vaste, puis on pourrait en parler longtemps de toutes ces autres conditions douloureuses-là, mais c'est de se dire... souvent, hein, ce qui va être encore plus anxiogène, quand je disais que les patientes peuvent avoir à faire plusieurs médecins avant d'avoir des réponses à leurs questions, c'est de se souvenir que c'est pas parce que on n'a pas de diagnostic précis officiel que personne peut nous aider. Puis souvent, ben c'est pas rare en physio qu'on entend la patiente nous dire, ben je suis devant toi aujourd'hui parce que t'es un peu mon seul espoir, puis j'ai vu tellement de gens, puis tout ça. Fait que c'est sûr que ça en met lourd sur nos épaules par moment, mais on prend le temps, comme je disais, de vraiment partir du début de l'histoire, puis d'aller creuser avec la patiente, puis de voir, ben comment nous, au bout du compte, on va être capable de l'aider. Puis comme je te nommais, ça n'arrive pas qu'on n'a rien à travailler, là. Donc, c'est vraiment de tout mettre en place au niveau des conditions, oui, des conditions physiques, mais de donner des conseils par rapport aux habitudes de vie, à la gestion de notre stress aussi, pour que tout ça ensemble amène un niveau de douleur qui est le plus bas possible. Puis, je pense...
un autre point qu'on avait peut-être envie de discuter, c'est un peu une des questions que tu m'as posées, de dire, ben oui, une des raisons, ça pourrait être de vouloir avoir un examen gynécologique. Ça peut être une des raisons de consultation. Puis, vient à ça aussi, des fois, c'est des patientes qui veulent débuter un processus de fertilité. Puis on sait qu'un processus de fertilité, ben ça implique beaucoup justement de manipulation puis d'intervention médicale. Donc, dans un peu le préventif aussi, de dire, ben je veux juste tout mettre les chances de mon côté que justement, au niveau de ces interventions médicales-là, ça se passe le mieux possible. Souvent, dans les belles histoires en physio que j'ai vues, c'est justement des patientes qui nous consultent en premier lieu pour des douleurs aux relations sexuelles qui sont vraiment très, très, très limitantes. Puis au final, on règle cette problématique-là, puis on les revoit dans notre bureau quelques années plus tard parce qu'elles sont enceintes, puis que là, elles désirent faire le suivi de grossesse, le suivi post-accouchement. Tu sais, c'est vraiment des belles histoires, puis des beaux liens qu'on a la chance de développer avec ces patientes-là, puis qui confirment qu'on a fait un bon choix de profession, là. Donc, ça fait partie, comme je disais, c'est des sujets qui peuvent être un petit peu plus lourds, puis qui amènent leur bagage d'émotions, puis oui, on va pleurer dans le bureau, puis ça va amener à toucher des cordes sensibles, mais au final, c'est tout le beau que ça peut apporter. Vraiment, en physio, on a un lien très privilégié, puis je l'ai renommé souvent, cette proximité-là, puis ce lien-là thérapeutique est super important pour nous, puis c'est pour ça qu'on prend le temps de le créer, puis je pense que c'est cette force-là qu'on a de vraiment prendre le temps. Fait que en conclusion, on peut dire, dans le fond, n'hésitez pas d'aller consulter. Puis, tu sais, il n'y a pas de petites douleurs, il n'y a pas de grandes douleurs. Le but, c'est vraiment de prendre le contrôle sur ça, d'avoir les outils, puis que ça ne soit pas un frein à avoir une vie sexuelle épanouie, là, vraiment. Ben, merci beaucoup, Émilie Maude, d'avoir pris tout ce temps-là pour nous éclairer sur les douleurs sexuelles. Moi, honnêtement, j'en ai appris beaucoup. Ça m'a fait un grand plaisir. Puis comme je disais, si ça peut favoriser justement le fait de rendre ce sujet-là moins tabou, ben ça sera déjà ça de très, très bien.